Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bien, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette, non pas ce dernier, mais cet avant-dernier temps d'échange entre nous à l'issue de cette longue et riche journée autour d'un terme qu'on a pas mal entendu. Vous savez, aujourd'hui, on s'est beaucoup parlé de transition. Bon, mais derrière vient systématiquement un terme qui est celui de sobriété. Et quelque part, c'est un peu comme avec le réchauffement climatique en général. Tout le monde fait peut-être un peu semblant de savoir de quoi il s'agit, mais quand on essaye de mettre précisément le doigt sur ce dont on parle, les choses commencent à devenir un peu plus complexes. C'est bien l'objet de notre conversation de ce soir et qui réunit Éliane Chartier, qui est avec nous à distance, qui est directrice de l'architecture et de l'urbanisme au C40. Le C40 est un réseau de grandes villes et grandes métropoles mondiales qui ne sont pas 40 comme son nom l'indique, qui étaient 40 au point de départ, mais qui sont aujourd'hui plus nombreuses que ça. Donc de grandes métropoles réunies autour de la question de la transition vers la neutralité carbone. Nous sommes également avec Jean-Christophe Vizier, qui est chargé de prospective bâtiment au CSTB et à l'ADEME. Avec François Lierman, qui est architecte de son état, mais qui vient aussi ce soir en tant que porte-parole de sa profession, puisqu'il est président de l'Ordre régional des architectes Grand Est, et avec Colin Lemay, qui est docteur en psychosociologie, expert des questions d'adaptation au changement climatique, qui travaille notamment sur les questions d'acceptabilité, on va en toucher forcément un mot, et qui travaille dans le cabinet de conseil Auxilia. Donc effectivement, sobriété, on entend plein de choses par ce terme, et notamment on entend des petits gestes, les consignes qu'on a reçues là pour passer l'hiver sur ce qu'on peut faire au niveau de son chauffage, ou quand c'est l'été au niveau de sa clim, qu'on recommande de ne pas allumer, sur sa consommation d'eau. Bon, voilà. Et puis les grands gestes, qui sont les gestes dont on a le plus parlé aujourd'hui, qui sont les grands gestes architecturaux ou constructifs sur ces tonnes de matière qu'on met en œuvre, lesquelles on choisit, construire avec plus de légèreté peut-être, s'économiser en ressources, s'économiser en foncier, s'économiser en matière. C'est peut-être par cette question que je voulais commencer, Colin Lemay. Comment on articule ces 2 échelles, entre les petits gestes individuels et ces gros gestes collectifs? Bonjour à tous d'abord, merci donc de votre présence ce soir. Donc pour cette question des petits gestes, je pense que il est peut-être pas nécessaire de s'attarder énormément dessus. On a sans doute tous en tête les éco-gestes, cette campagne de publicité qui notamment aujourd'hui nous invite à réduire nos consommations. Alors cette question elle est nécessaire dans le sens où effectivement on a besoin aujourd'hui d'avoir des citoyens qui sont sans doute plus alertes, qui sont plus volontaires, qui vont prêter davantage attention à leur consommation. Mais ça c'est une partie, on va dire, du problème seulement, et on observe, y compris chez des personnes qui seraient effectivement très bien documentées, très bien, on va dire, en capacité d'aménager leur logement, en capacité d'engager des travaux, ce qui ne va pas être le cas de tout le monde, en capacité de prendre ce temps, ce coût, cette énergie. On voit qu'il y a un effet plafond qui très vite est atteint. L'effet plafond, alors on parle parfois de 15%, c'est assez difficile de le mesurer effectivement, mais on sait aujourd'hui que les éco-gestes ont une limite. Est-il nécessaire d'arrêter cette politique, cette communication autour des éco-gestes? Probablement que non. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même une sensibilité environnementale qui monte au sein de la population. Alors,
pour deux raisons principalement. D'une part, la multiplication des effets qui sont visibles aujourd'hui liés au dérèglement climatique. On a quand même traversé un été qui était particulièrement exceptionnel, qui était très chaud, qui était très sec. Ça se voit aussi au niveau des logements. On a beaucoup de problèmes liés au retrait des argiles notamment. On a beaucoup de, on va dire, aujourd'hui, le risque climatique devient de plus en plus visible. Mais il y a aussi une composante qui est culturelle, à savoir qu'on a besoin de sensibiliser les personnes, on a besoin de leur transmettre des connaissances, on a besoin aussi que ces personnes-là soient en recherche d'informations. Et c'est ce qu'on va essayer de transmettre notamment via une approche d'accompagnement au changement, via tout ce qu'on va avoir autour des jeux sérieux, via les défis qu'on peut avoir qui sont aussi portés par l'ADEME pour certains. Toutes ces approches-là, elles n'ont pas nécessairement pour but de réduire complètement les consommations des gens uniquement par les éco-gestes, mais bien de les acculturer et de faire en sorte qu'on voit aujourd'hui des effets rebonds, par exemple. On va mieux isoler les logements, donc finalement on va utiliser davantage le chauffage, la climatisation, on peut se reporter vers d'autres appareils parce que la facture d'électricité a baissé. Donc on voit qu'il peut y avoir cet effet rebond, d'où la nécessité aujourd'hui de former aux éco-gestes, mais qui ne saurait être, on va dire, la seule réponse à cette question de la sobriété. Je résume un enjeu qui est bien connu chez les bailleurs, dans les copropriétés, etc. Typiquement, on peut avoir un bâtiment excellemment bien rénové, extrêmement performant du point de vue thermique, voire passif. Si les gens ouvrent la fenêtre l'hiver parce qu'ils ont trop chaud, ça sert à rien. Et puis, je pense qu'il y a d'autres exemples, à savoir que quand on vient sur des questions de sobriété un peu plus structurelles ou quand on vient sur du partage d'installations, et je pense que je rebondirai justement sur les systèmes locaux de retraitement des eaux grises, par exemple, à savoir les eaux grises, alors pour les définir en peu de mots, une partie des eaux usées qui peuvent être retraitées en local, à savoir les eaux de la douche, par exemple, qui peuvent être réutilisées en circuit local, notamment pour les chasses d'eau, pour une partie de l'arrosage. Et ça, c'est des systèmes qui sont intéressants à partir du moment où on les conçoit où on les intègre dès la conception en fait du bâtiment et à partir du moment où on est sur des usages collectifs. Mais ici, par exemple, se pose la question de l'acceptabilité. Est-ce qu'on a envie de transformer aujourd'hui nos usages des bâtiments? Est-ce qu'on a envie de partager, par exemple, certaines ressources? Alors, ça peut être cet exemple-là, ça peut être aussi au niveau des bâtiments collectifs, peut-être partager certains espaces, certains locaux, certaines fonctions. Des questions qu'on va retrouver par exemple pour l'autopartage. Est-ce que aujourd'hui ces questions-là, elles sont assez souvent synonymes ou perçues comme étant une perte de confort, sur lesquelles on va avoir un travail aujourd'hui de donner du sens, de travailler sur cette question d'acceptabilité, d'amener les gens vers des comportements plus sobres, mais aussi vers des aménagements plus sobres, que ces aménagements deviennent désirables. On voit bien sur ce genre de questions que petits et grands gestes se répondent excellemment bien et qu'on ne peut pas faire tout à fait l'un sans l'autre, puisque les innovations apportées par le secteur immobilier n'ont de sens que si elles sont suivies par les habitants et les usagers. On va bien le voir, Jean-Christophe Vizier, avec un sujet qui vous est cher, qu'on a déjà évoqué dans la journée, qui est celui de l'intensité d'usage des bâtiments, autrement dit de la sobriété immobilière, si on peut dire, si on continue notre jeu d'échelle en exploration. Et je crois qu'on a une... Si on regarde ce qui s'est passé depuis les 30 ou 40 dernières années, sur les efforts qu'on a fait en termes d'efficacité, de faire des bâtiments mieux isolés, d'avoir des systèmes de chauffage plus efficaces, etc., on a fait des très gros progrès. Mais en même temps, ces progrès, ils ont été mangés à peu près complètement par l'augmentation de la surface par personne. C'est-à-dire qu'on a eu un secteur qui a bien fonctionné, qui a amené des nouveaux bâtiments, beaucoup plus de nouveaux bâtiments d'ailleurs qu'il y avait de population qui croissait. Et donc, on a eu une certaine ébriété en termes de mètres carrés. On a fait croître d'une 30aine de % nos mètres carrés au cours des 30 à 40 dernières années. Alors ça se traduit par un truc assez simple, c'est qu'on a aujourd'hui un parc qui est important, mais il est relativement peu occupé.
Si vous regardez ce graphe qui porte sur les logements, généralement, on vous fait des graphes sur les résidences principales d'un côté, puis le reste ailleurs. Là, on a tout mis sur le même schéma. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans le parc de logements français, on a 8% de logements qui sont suroccupés. Et là, c'est un vrai problème. Il y a des gens qui sont mal logés, mais ça représente 8%. À côté de ça, on a 8% de logements vacants, vides. 10% de logements occupés occasionnellement. Typiquement, les résidences secondaires qui sont utilisées un petit nombre d'heures. Il suffit d'aller dans une station balnéaire à cette époque-ci pour voir combien il y a de volets ouverts. Ensuite, vous avez des logements qui ont une sous-occupation très accentuée. Alors ça c'est des caractérisations qui sont faites par l'INSEE en fonction du nombre de pièces et du nombre d'occupants. Donc des logements où il y a 2 ou 3 pièces de plus que le standard. 37% où il y a au moins une pièce de plus que le standard. Puis après, on a l'occupation standard, c'est 18%. Ça veut dire en fait qu'on a le même effet un peu dans le logement qu'on a dans la voiture. Dans la voiture, on sait bien qu'on a des voitures qu'on grossit et qu'elles ne se sont pas vraiment remplies. Dans les logements, on a eu cet effet-là, notamment parce que la taille des ménages, les gens avec lesquels on vit, a plutôt diminué. Alors pourquoi elle a diminué? Tout simplement parce qu'il y a moins d'enfants, il y a eu plus de divorces, mais ce n'est pas ça qui est dominant. Et il y a un phénomène très important et qui va continuer, c'est le vieillissement. Quand vous vieillissez, les enfants sont partis, généralement vous vivez à 2, puis seul. Et au moment, on a donc des ménages qui ont en gros perdu une personne, au moment où les logements s'agrandissaient, où ont en gros gagné une pièce. Donc ça fait que, au total, on se retrouve dans un parc de bâtiments qui est très sous-occupé. On pourrait parler du tertiaire. On voit bien que dans le tertiaire, la question se pose très clairement sur les bureaux aujourd'hui avec le développement du télétravail. Mais il y a un tas d'endroits où, effectivement, on a des bâtiments qui ont été faits pour un moment. Et puis, quand les besoins augmentent, on a tendance à aller vers des bâtiments plus grands, à prendre de l'espace. Mais au moment où les besoins baissent, on a tendance à rester au même endroit. Et ça, c'est un gisement de sobriété qui est important et qui ne relève pas du tout que des petits gestes ou du choix individuel des personnes pour dire « Oh ben oui, mon logement est trop grand, mes enfants sont partis, je déménage ». Mais il y a tout un tas d'éléments dont on pourra reparler après qui font que tout le système est fait pour vous pousser à rester là. Un exemple, vos enfants sont partis, vous avez un logement qui peut-être est un peu grand pour vous, vous auriez peut-être envie d'autre chose, vous avez moins de temps à passer avec vos enfants, vous auriez peut-être envie de vous mettre dans un autre endroit ou autre. Si vous décidez de vendre votre logement parce que vous êtes propriétaire, c'est à ce moment-là que vous êtes taxé. Vous allez être taxé au moment où vous allez vers plus petit. On pourrait avoir des systèmes de taxation qui facilitent plutôt le parcours résidentiel plutôt qu'ils ne le bloquent. Donc vous voyez un impact important sur la sobriété et des décisions qui peuvent être collectives et pas seulement un choix individuel. C'est très clair. Effectivement, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la manière dont on peut taper dans ce stock et le rendre acceptable en même temps. Mais avant cela, François Liermann, sur cette question de la sobriété à l'échelle architecturale, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, déjà la définition que vous en donnez, parce que il y a aussi le terme de frugalité qu'on entend parfois d'un de vos confrères célèbres, mais surtout comment vous faites de ce concept une matière de création architecturale. C'est-à-dire que c'est pas forcément la punition, la frugalité, pas forcément, mais c'est vrai que c'est une page certaine de l'architecture peut-être qui se tourne. Bonsoir à tous. On ne va pas le définir si facilement que ça, mais je pense qu'on va commencer par le début, où le mot que vous venez d'utiliser, celui de la frugalité, qui n'est pas dans le titre, si je me souviens bien. Mais en tout cas, on va partir de là. Et ce qui est rajouté dans l'esprit de mes confrères, ou dans le courant de pensée qui est en cours aujourd'hui et qui paraît assez évident à partir du moment où on le développe, derrière la frugalité, il y a marqué créative et heureuse.
Ça, en fait, c'est un aboutissement et également un Graal qu'il s'agit de bien percevoir. Il s'agit bien entendu pas de se faire harakiri, il s'agit pas de se pénaliser ou, comme certains disent, retourner à la bougie. Non, c'est absolument pas ça et c'est bien tout le contraire. Et en pleine conscience, c'est là où c'est important de développer un tout petit peu la chose. Je reprends juste l'exemple que Jean-Christophe vient de citer sur les logements, effectivement. Sur le tertiaire, c'est pareil. On en a fait l'exercice au niveau de l'ordre pendant le Covid. On s'est rendu compte que les locaux étaient spécialement très vides chez nous et qu'on vivait au-dessus de nos moyens immobiliers. C'est pas bien. Et finalement, on a eu des idées de partage, un peu comme l'autopartage avec les voisins du dessus, du dessous, etc. Et finalement, sans investir grand-chose, on arrive à augmenter, je dirais, la capacité d'accueil de nos bureaux, le partage des salles de réunion, petites, grandes, moyennes, comme on le ferait dans une grande entreprise, et tout ça dans un même cercle immobilier. En fait, il y a déjà une première perception des choses qui consiste à se rendre compte des gisements d'économie qu'on a autour de nous, des gisements de possibles, l'économie de l'économie, ce que j'appelle. Donc, et les prix augmentent tellement qu'il faut bien trouver aussi des solutions. Donc ça, c'est très mathématique. Et déjà, se percevoir de ce gisement, plutôt que de ressources qu'on irait puiser quelque part pour les positionner je ne sais où, et les démolir après, c'est déjà de voir ce que l'on a. Et l'exemple d'entrée par le logement, c'est carrément évident. Par le tertiaire, c'est encore certainement largement supérieur comme volant. Voilà, réfléchissons déjà de cette manière-là. Une fois de plus, c'est que de la matière grise. Je vais peut-être m'arrêter là pour le début. Ça vous va ? Peut-être un mot sur le fait que... parce qu'on a beaucoup parlé de technique aujourd'hui, hein, et parfois on prend l'angle, on prend le problème sous l'angle, alors soit de la technico-technique, soit sous l'angle de la comptabilité carbone, puisque maintenant chaque produit qu'on met en œuvre fait l'objet d'une fiche, on compte précisément, voilà, on fait, on calcule l'architecture quelque part. Est-ce que c'est la bonne manière de prendre la question ? J'imagine que la question est posée à moi. Oui. Merci. L'approche de la sobriété pour nous, il y a 3 piliers. La première, c'est la réduction de la consommation de foncier, de sol. Protéger les sols, puisque, vous le savez tous, il y a un lien, bien sûr, sur le vivant, sur la gestion de l'eau, la qualité des sous-sols, etc. Là également, il y a un gisement absolument incroyable. Ça nous pousse à réfléchir plutôt à utiliser l'existant. Alors bien sûr, par exemple, la ZAN fait couler beaucoup d'encre, etc. Mais pour nous, en tant qu'architectes, c'est absolument génial puisqu'il s'agit de, une fois de plus, produire de la matière grise pour trouver une solution alternative ou de mutation du patrimoine au sens large. Et notamment les bâtiments vides ou les logements vides, ou les friches. Ensuite, c'est la réduction, bien sûr, de consommation d'énergie, donc la consommation d'usage, chauffage, éclairage, etc. Donc c'est une fois de plus une qualité architecturale, une qualité de bâtiment qui va trouver ici rendez-vous. Je parle de qualité de conception aussi, ne serait-ce que l'orientation. Pourquoi dans la RE 2020, la bioclimatique n'est pas imposée ? Ça coûte rien, c'est que du bénéfice et c'est durable. Je l'ai proposé, on verra. Mais voilà, la vraie conception bioclimatique, la solarisation, la compacité du bâtiment, c'est une solution, allez, gros mots, low-tech, mais qui est inscrite dans le marbre. Pareil pour l'eau, on parle de l'énergie, mais une ressource absolument vitale, c'est l'eau. Colin en a parlé juste après. Pareil, ça s'intègre architecturalement. Juste avant, pardon. Ça s'intègre architecturalement si on est. C'est pas une option aujourd'hui. Je pense que c'est pas une option. Il faut qu'effectivement on joue du bâtiment ou des abords proches du bâtiment sur ces sujets-là. Et le troisième pilier, air, sol et ressources. Voilà, l'énergie grise des matériaux. Une fois de plus, si on regarde rien que ça, le champ de la rénovation, de la mutation, il prend tout son sens. Et sur ces 3 piliers-là, on arrive à trouver les solutions et que l'architecture se positionne comme une solution. C'est très clair. Je vous propose qu'on dézoome encore d'un cran et qu'on se tourne vers Hélène Chartier qui nous écoute à distance. Hélène, de nous 4, vous êtes celle qui a la focale la plus ouverte puisque vous regardez ce qui se passe à l'échelle 1 de grande ville, 2 mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pose la question surtout parce qu'on sort d'une COP là, qui s'est terminée il y a 48 heures. Comment
cette question de du lien entre sobriété et urbanisme est prise en compte dans les négociations climat, par exemple? Est-ce que c'est comme ça que la question se pose? Et comment les villes que vous chapeautez, que vous observez, que vous benchmarkez, agissent? Merci beaucoup pour cette question et pour la qualité du débat, parce que je veux vraiment rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites. Tout d'abord, je pense que la chose qui est importante, il y a eu aussi un changement de focal qui est dû du fait de la manière dont les villes ou les nations calculent leurs émissions. Pendant très longtemps, les émissions ont été calculées uniquement sur ce qu'on appelle le scope 1 et 2, et donc qui faisait que le fameux scope 3, qui en fait inclut toutes les émissions qui ne sont pas émises sur le territoire considérées, mais sont émises à l'extérieur, sont les émissions qu'on appelle parfois les émissions importées. Elles n'étaient pas du tout incluses. La plupart des plans climat, que ce soit des villes ou des nations aujourd'hui, ne prennent pas en compte ces émissions du scope 3. Et ces émissions du scope 3, elles sont liées finalement au cycle de vie des choses, que ce soit pour le bâtiment, qui pour la plupart, les émissions grises ou les énergies grises, on l'appelle en anglais les embodied emissions, n'étaient pas du tout considérées. Elles sont très peu considérées beaucoup par les villes et les nations, mais aussi le cycle de vie du jean, etc., etc. On sait qu'une ville une ville des pays développés, si on ajoute par exemple ces émissions importées, on est à peu près à une augmentation de 60 à 70% des émissions du territoire. Donc c'est un vrai débat. Tu parlais de la COP, c'est aussi un vrai débat entre les nations, parce que bien sûr, si la Chine doit prendre en compte toutes les émissions produites par son industrie et que la France ne prend pas à sa charge les émissions de la consommation des gens qui sont produits en Chine ou ailleurs, c'est aussi un vrai débat sur comment on calcule et qui c'est qui est responsable, etc. Après, pour revenir à ce qu'on disait sur le focus de la construction, que je trouve vraiment très intéressant, il y a effectivement une grosse discussion qui commence, liée notamment parce que on considère à présent et on demande aux villes de prendre en compte les émissions liées à la construction et pas seulement à l'usage du bâtiment. Et qu'on s'est rendu compte que cette émission liée à la construction, elle est à la fois importante parce qu'elle représente à peu près 1/3 des émissions des bâtiments en général, donc 2/3 pour la partie usage et 1/3 pour la partie construction, mais aussi parce que finalement, dans un projet de construction, il y a un grand pic au début du projet lié à la construction elle-même, et que celui-là, il arrive tout de suite. Et comme on est dans une logique d'aller très vite, la fameuse décennie importante, il y a pour les villes, ça peut être un levier assez, je dirais pas facile, mais un levier assez immédiat pour réduire les émissions. On sait aujourd'hui que d'un point de vue de l'accélération de la construction, enfin du niveau de construction, on rajoute à peu près dans le monde une ville comme New York chaque mois. Et si on continue nos niveaux de construction, on est à peu près sur ce taux-là jusqu'en 2050. Donc, il y a vraiment un débat qui commence à travers les villes sur, même si on construit du zéro carbone en énergie, etc., est-ce qu'on peut continuer à construire de la surface de mètres carrés à ce niveau-là? Est-ce que c'est soutenable? Et donc, la discussion commence et elle se concrétise. Je voudrais donner quelques exemples avec des politiques qui sont mises en œuvre. Je voudrais parler par exemple de Vancouver. Vancouver a mis en place une taxe sur les empty homes. Ça résonne beaucoup sur ce que disait Monsieur Vizier avec les chiffres de sous-occupation des logements. Donc, la ville de Vancouver a mis en place ces Anti-Tax Home en 2017. Ils ont réussi à réduire 25% des bâtiments vides de la ville de Vancouver, qui vivait cette espèce de contradiction entre finalement, après avoir fait une vraie analyse, se rendaient compte qu'il y avait beaucoup de bâtiments vides et à côté de ça, une vraie crise du logement avec des gens et des prix extrêmement chers à Vancouver. Ils ont réussi à réduire de 25% les bâtiments vides et dans la première tranche. Et le maire, en 2021, a décidé de tripler la taxe et de la multiplier par 5 d'ici 2025. Donc, c'est typiquement quelque chose, des politiques comme celle-là que nous, au sein du C40, on discute entre les villes pour dire, voilà, c'est un levier assez pratique, c'est aussi une ressource d'argent. On peut aussi parler
parler d'un autre exemple, que ce soit par exemple l'exemple de Amsterdam, qui a travaillé depuis longtemps, et la ville leader sur l'approche circulaire de la construction, et qui, dès l'année prochaine, va inclure dans ses procurements, dans ses marchés, une notion de circularité du bâtiment, avec une notion d'utiliser moins de matériaux dans la manière dont on design les projets, une obligation de réutiliser l'existant au maximum si on n'a pas fait, et il doit faire la démonstration qu'on ne peut pas garder structurellement le bâtiment avant de le démolir, etc., etc. Un autre exemple qui est peut-être des zooms un peu et qui va aussi dans le sens de ce qui a été dit, c'est sur l'urbanisme. On sait parfaitement que le modèle d'urbanisme qu'on a développé après la Seconde Guerre mondiale, la charte d'Athènes et compagnie, qui était vraiment un urbanisme qui était basé quand même sur un urbanisme de la voiture, un urbanisme de la spécialisation des quartiers, avec des quartiers résidentiels à Marne-la-Vallée, pour reprendre l'exemple de Grand Paris, et puis de la Défense de l'autre côté, etc., etc. On sait parfaitement que l'urbanisme actuel, il est plus du tout aligné avec les objectifs d'aujourd'hui. Le dernier rapport du GIEC indique que si les villes et les nations adoptaient un urbanisme plus efficace, moins car-oriented, moins différent, on pourrait réduire des émissions à peu près 25%. Et je prends l'exemple d'une ville comme Portland, aux États-Unis, donc les villes américaines qui ont poussé, je dirais, cet urbanisme pas forcément souhaité à l'extrême, mais qu'on a vu développer dans l'ensemble du monde. La ville de Portland, qui aussi fait face à une énorme crise du logement, mais a décidé d'arrêter complètement l'étalement urbain. Donc, ils ont pris une décision plus possible de sortir de la zone urbaine actuelle, et ils ont complètement transformé leurs règles d'urbanisme pour aller vers une densification et une diversification des secteurs résidentiels. Ce qui veut dire que sur un site où il y avait une grosse maison avec la typologie type des quartiers à l'américaine, ils vont pouvoir construire quatre plus petits bâtiments, etc. Donc aussi dans l'idée de dire il faut aussi réduire la taille des logements, ça a été dit, et il y a des villes qui commencent à faire cela. Et en plus, c'est lié parce qu'ils se sont rendus compte aussi qu'en densifiant ces quartiers, donc réduire les logements, c'est aussi directement densifier les quartiers, on est aussi dans une logique où on peut rendre les services de transport viables. Parce que ce qui se passe, c'est quand on est dans des logiques aussi de quartiers très très peu denses, et ben tout ce qui est infrastructure n'est pas viable financièrement parce que ça dessert pas assez de personnes, les aménités, etc. Et donc finalement on favorise l'usage de la voiture quand on voudrait favoriser l'usage des transports publics et puis de la marche et du vélo, etc., etc. Donc il y a un cercle vertueux qui se met en place et qui est dans une logique de réduire les déplacements, les besoins de déplacement si on fait des quartiers plus compacts, plus mixtes, de réduire les déplacements en voiture encore plus, et puis aussi de réduire le nombre de mètres carrés et la construction à travers le monde. Donc voilà, 3 exemples un peu de politiques qui ont été développées par 3 villes un peu pionnières sur ces sujets-là. Merci Hélène, c'est vraiment intéressant et c'est passionnant d'avoir des points de vue internationaux. Tous les 4, j'ai un peu envie de vous interroger sur ce sujet-là qui est comme un serpent de mer entre nous, qui est celui de la densité finalement, parce que frugalité ou sobriété, ça veut dire densité à l'intérieur d'un logement par mètre carré, c'est-à-dire plus de personnes par mètre carré, c'est bien ça dont on parle, ou sobriété à l'échelle, ou densité à l'échelle peut-être plus urbaine, parce que ça vient avec marchabilité et ainsi de suite. Comment on le rend acceptable, parce que ça devient un sujet de crispation parfois. Colin Lemay peut-être. En fait, sur cette question de la densité, on voit qu'il y a déjà quelque chose d'assez paradoxal, à savoir qu'on se rend bien compte aujourd'hui que des villes plus denses, c'est aussi moins de trajets, donc on réduit aussi les impacts carbone liés au transport. D'un autre côté, l'idéal aujourd'hui, il reste celui de la maison individuelle avec jardin. Quand on va
du côté de, quand on se remet au niveau des habitants, en fait, on voit qu'il y a quand même un désir de sortir de la ville, de s'extraire des milieux urbains. Pourquoi on possède des résidences secondaires? Eh bien, pour avoir accès à ce confort de vie, cet idéal, ce modèle aujourd'hui qui existe dans la société, à savoir on a une résidence à la ville qui nous permet d'accéder à un emploi, qui nous permet d'accéder à des centres, des événements culturels, à des services. Mais en même temps, on voit aussi qu'il y a toute une partie de la population qui se replie, et je pense que ça devient de plus en plus, on va dire, visible et de plus en plus criant avec aujourd'hui des étés qui sont caniculaires en ville et des villes qui sont complètement démunies face à ce changement climatique, des villes qui deviennent irrespirables et finalement des gens qui se replient sur des territoires ruraux, comme c'était un peu le cas lors des différents confinements avec la période Covid. On voit qu'il y a un repli, on va dire, de ceux qui le peuvent vers les zones rurales, ce qui interroge. À savoir qu'ici, on a ce paradoxe, c'est qu'on a une nécessité aussi de, sans doute, penser la ville dans ces moments difficiles pour faire en sorte qu'elle reste désirable, que ces imaginaires, ils soient également désirables, à savoir que finalement, peut-être que la maison de campagne, ce n'est pas forcément une nécessité pour chacun. Je pense aussi à des territoires sur lesquels on a beaucoup parlé des personnes âgées qui résident dans des logements trop grands. Pourquoi, généralement, il peut aussi être difficile pour une personne de quitter ce logement qui ne répond plus forcément à ses besoins. C'est-à-dire que le logement qu'on a acheté lorsqu'on était jeunes parents avec tout un tas d'enfants, qu'on était encore actifs, qu'on était en bonne santé, ce logement-là, il peut se trouver loin on va dire, des services de santé, il peut se trouver loin des infrastructures, il peut être difficile d'accès, donc nécessité de passer par la voiture. Malgré tout, on voit qu'il y a un attachement qui est très fort au logement, au quartier, à la ville. On s'identifie très fortement au lieu dans lequel on réside. Et là-dessus, il peut y avoir des difficultés finalement à en fait transmettre cette envie, c'est assez souvent un déchirement. On a beaucoup d'exemples de personnes âgées qui résident sur des territoires et qui souhaitent rester le plus longtemps possible jusqu'à une perte de mobilité qui les oblige à quitter ce logement-là, parce que finalement, il y a quand même un attachement qui est très fort, des souvenirs, un bagage, des choses en fait qui sont immatérielles et qui compensent, on va dire, en fait, cette perte de confort au quotidien, parce qu'en fait la maison devient inadaptée finalement. Et peut-être juste pour terminer, avant de passer la parole, par un dernier exemple, je prendrai l'exemple des territoires littoraux, qui sont un territoire particulier sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Les territoires littoraux, on le sait très bien, ils sont soumis à une pression démographique qui est extrêmement forte, à des logements qui se situent... Il y a beaucoup de logements actuellement en zone littorale qui sont des logements qui vont être, on va dire, soit submergés, soit qui sont directement menacés par l'érosion. Et là, on parle d'échéances qui sont assez courtes sur certains endroits. Je pense à la côte basque, dans laquelle j'étais il y a une quinzaine de jours. À Bayonne, on vend encore des biens le long de la falaise à plusieurs millions d'euros. Des biens qui peuvent tomber la semaine prochaine, l'hiver prochain. Ici, on voit bien qu'il y a un projet de ces personnes-là, un projet de vie, d'achat sur ces territoires. Et c'est pas nécessairement des populations qui sont très aisées. On a d'autres territoires littoraux sur lesquels on a des populations qui investissent encore. Les biens sont complètement, le prix des biens est complètement décorrélé, on va dire, de leur vulnérabilité face au risque. Et alors, c'est un cas particulier qui est extrêmement intéressant, je trouve, parce que là, on a aujourd'hui la connaissance des territoires qui vont être gagnés par la mer, qui vont devoir être abandonnés ou qu'il va être très difficile, on va dire, de maintenir hors de l'eau, sauf si on trouve un nouveau système d'assurance et de construction des digues. Je doute qu'on y arrive. On est sur des échelles en France, on est sur 10 millions de personnes en zone littorale, on est sur des millions de logements qui sont à risque aujourd'hui, qu'on va devoir, avec des territoires entiers qu'on va devoir délocaliser. Et pourtant, on a encore on va dire, une spéculation immobilière, des logements qui sont achetés pour du locatif, mais aussi pour de la résidence secondaire ou principale. Et donc ici se pose la question de comment fait-on pour, on va dire, acculturer les gens, pour faire en sorte qu'il y ait aussi corrélation entre ce que l'on sait scientifiquement, les faits,
et la manière dont les territoires sont investis et dont les propriétés peuvent être acquises, par exemple. On est sur un sujet finalement pas si éloigné de la question de la densité dans le logement, je veux dire de la sous-occupation dans le logement, puisqu'on parle aussi de villes qui font x10 en nombre d'habitants selon la saison. C'est ce que vous disiez, Jean-Christophe Vizier. Je sais que vous aussi, vous avez réfléchi à des pistes justement pour repeupler, recréer de l'intensité d'usage. Alors, on a réfléchi en deux sens. On a réfléchi en se disant quelle serait la boîte à outils des solutions qu'on pourrait avoir pour mieux utiliser le parc. Et puis, alors, on va la voir. On va la voir apparaître. Elle est en slide. Et puis, en parallèle, alors vous voyez, il y a 3 grands paquets. Premier paquet, c'est déménager. Quand vos besoins évoluent, vous pourriez déménager. Vous pourriez changer de région, de ville, de territoire, changer de logement, changer de local dans le tertiaire. Le deuxième paquet, c'est augmenter les durées d'occupation. En mobilisant le parc vacant, vous en avez parlé pour Vancouver, en mutualisant pour augmenter les durées d'occupation, vous en avez parlé sur l'ordre des architectes et sur le fait de mutualiser avec les autres, mais aussi en réduisant l'obsolescence prématurée. Vous savez, l'immobilier, c'est comme toutes les industries, ça crée des nouveaux produits, notamment pour rendre les autres obsolètes, et on le fait assez fréquemment. J'ai une image un dessin qui est paru dans la presse. Vous avez un village, et sur toutes les maisons du village, il y a marqué vendu, fermé, fermé, fermé. Et à côté, enfin, tout est à vendre, et à côté, vous avez un nouveau lotissement, tout neuf, et sur lequel il y a marqué retrouver l'esprit village. Ça, c'est l'obsolescence prématurée. Et puis le troisième truc, c'est d'adapter les bâtiments à l'évolution des besoins. Typiquement, quand vous avez eu une explosion du nombre d'étudiants, le nombre de jeunes a peu bougé en France, mais le nombre d'étudiants a fortement bougé, vous avez eu des gens qui avaient des besoins particuliers, parce que les étudiants ne vont pas forcément rester des années au même endroit. Ils sont plutôt seuls qu'en couple. Et ça s'est traduit par des changements rapides, typiquement la colocation. La colocation, ça a été un système pour transformer des logements familiaux en logements pour étudiants. Vous avez aussi l'idée de restructurer des locaux. Par exemple, on prend des bureaux qu'on transforme en logements. Et quand on construit du neuf, il faut se poser la question de comment ce neuf, on va pouvoir le faire évoluer quand les besoins vont bouger. Ça, c'est la première idée, une boîte à outils. Et cette boîte à outils qu'on a décrite dans une note qu'on a mis au débat et dont on vient de publier la version corrigée avec tous les éléments du débat sur le site du plan bâtiment durable, elle comporte une autre partie. L'autre partie, c'est de se dire, il y a une boîte à outils, mais suivant les territoires, c'est pas du tout la même chose qu'on peut faire. Alors revenons sur ces idées de territoire. On est parti d'une analyse qui est faite en 6 types de territoires. Et dans ces 6 types, il y en a 4 qui représentent chacun, en gros, 20% de la population. Et j'ai beaucoup de mal, quand j'entends les débats rural-urbain, par exemple, ça me paraît mais vraiment complètement obsolète. Ça n'a aucun sens. Si vous prenez la population française, vous avez 20% qui vivent dans des zones peu denses, plutôt rurales, à peu près. Quand je dis c'est entre 20 et 25, j'ai plus le chiffre exact en tête. Vous en avez ensuite 20% qui vivent dans le périurbain. Vous en avez 20% qui vivent dans des métropoles de taille moyenne à grande, ou des villes de taille moyenne à grande, et puis vous en avez 20% qui sont dans la région parisienne. Une ville très, très dense et très tendue. Après, vous avez une partie qui sont les endroits où il y a beaucoup de résidences secondaires. Et puis vous avez une zone très particulière qui représente peu de logements, mais qui est l'endroit où vous avez des grues partout et des promoteurs qui montent des bâtiments en hauteur. Les endroits où on construit beaucoup. En termes de sobriété, ces 6 territoires n'ont strictement rien à voir. Et si on essaie d'appliquer les solutions de l'un à un autre, on fait totalement fausse route. Quand vous partez du rural, vous avez des zones où généralement vous avez du potentiel. Vous avez des bâtiments qui sont là. Par contre, vous avez souvent des problèmes d'attractivité. Et donc, le sujet, c'est comment on peut faire évoluer un parc existant en transformant son usage, pas forcément pour attirer des gens qui viennent de partout, parce que l'idée que chaque village voudrait attirer tout le monde, si on fait tous ça, on s'en sort pas,
mais déjà de permettre à ceux qui ont envie de vivre là d'y vivre, que ce soit des habitants actuels ou des nouveaux, de leur donner des bonnes conditions. Je suis cycliste et je fais beaucoup de vélo ces temps-ci, et qu'est-ce que je remarque quand je fais du vélo dans la campagne, c'est que sur un très grand nombre de routes, vous avez maintenant un bout de goudron qui fait 20 cm qui a été refait. C'est la fibre qu'on a passée. Et là, il y a un changement fantastique. Vous allez dans des villages complètement paumés, vous avez la fibre. Donc là, il y a un potentiel qu'il faut qu'on utilise. Tout le monde n'a pas envie d'aller là. Mais que ceux qui ont envie de pouvoir aller là puissent y aller, et qu'on pense à utiliser ces bâtiments pour répondre à des besoins d'aujourd'hui. Prenons un deuxième cas, le périurbain. Le périurbain, drôle de mot. On décrit le périurbain comme c'est à côté de la ville. Mais quand on interroge les gens du périurbain, ce qui les intéresse, c'est que c'est à cheval entre la ville et la campagne. Vous avez à la fois certains éléments qui relèvent du dense et certains éléments qui relèvent du non-dense. D'ailleurs, la densité de population dans le périurbain, c'est la densité moyenne de la France. Petit problème dans le périurbain, vous avez là-dedans beaucoup de maisons individuelles, qui sont des maisons individuelles familiales, avec une assez forte dominante de ça. Imaginons deux situations. Une famille dont les enfants sont partis, ils prendraient bien un truc plus petit, mais ils n'ont pas envie de se couper de leur réseau d'amis. Ben, le problème, c'est qu'autour de chez eux, s'ils cherchent un logement différent du leur, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peu de diversité. Deuxième idée, les enfants qui ont vécu à cet endroit-là, il y en a un certain nombre qui trouvent que l'endroit est très sympa. Ils y vivraient bien, mais ils n'ont plus envie de rester chez papa-maman. Ils cherchent du locatif, comme tous les jeunes. Il n'y en a pas. Donc on voit qu'il y a là, dans ce périurbain, un besoin de diversification pour permettre d'offrir à chacun, non pas une sobriété contrainte, mais quelque chose qui réponde à ses désirs. On va prendre un autre exemple qui est la ville extrêmement dense et tendue. On voit bien, surtout si en plus elle attire un peu du tourisme, que dans cette ville, on a des problèmes de choix à faire. On le voit avec le développement du Airbnb. On le voit avec le fait que, si vous regardez qu'est-ce qui va bien dans l'économie, tous les systèmes qui relèvent un peu du luxe vont bien. Sur le logement, c'est pareil. Vous avez dans la partie plutôt haut de gamme, plutôt cher, ça se vend bien. Et vous avez des gens qui sont capables d'acheter, y compris acheter à Bayonne, un truc qui peut-être tombera dans 15 ans, mais finalement, ça leur pose peut-être pas de problème que ça tombe dans 15 ans, ils consomment là. Donc on a, sur ces zones extrêmement denses, des sujets de choix de quelle population on veut favoriser, comment on veut faire des équilibres. Donc, ce qui me paraît vraiment important, c'est de se dire qu'il faut travailler sur ces territoires différents. Je vais donner 3 exemples, on aurait pu traiter les 6. Et il n'y a pas une solution qui s'applique à tous. En revanche, dans les conférences, on a plus de gens qui vivent dans les zones denses que dans les zones moins denses. Et parfois, on a tendance à se focaliser un peu trop sur ces cas-là. Je veux bien qu'on revienne avec François Lerman sur ce que vous nous avez dit sur le pavillonnaire, en fait, tout simplement. Parce que est-ce que finalement c'est pas le nœud de notre problème, parce qu'on sait que on aura beau tout passer en passif, en biosourcé, etc. Si chacun veut vivre dans 150 mètres carrés avec 4 façades et un jardin individuel, ça passera pas. Et moi, je vois 2 questions pour vous là-dedans, François Lerman. La première question, c'est celle qu'a évoquée Jean-Christophe Vizier, c'est-à-dire ces territoires comme territoires de projet, c'est-à-dire des territoires. Elle est là, la nappe pavillonnaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va intervenir là-dedans? Et la deuxième question, c'est aussi que on la voit bien, cette maison individuelle qui fait tant rêver les Français. C'est pas un objet architectural. Est-ce que les architectes, est-ce que c'est à vous en fait de recréer, de réenchanter une autre urbanité qui soit plus dense, plus dans le lien social? C'est vraiment gentil de me tendre la perche, parce que les lotissements, si c'est cela que vous avez dans l'esprit, c'est vraiment le lieu de la non-architecture.
Mais vraiment, on peut analyser toutes sortes de photos, c'est assez troublant, enfin c'est tout ce qu'il ne faut plus faire, hein, clairement. Donc la question se pose autrement. Je propose de revenir un tout petit peu en arrière et je finirai par les lotissements et ce qu'ils pourraient devenir, parce qu'il faut vraiment se poser cette question-là. Il n'y a pas que d'ailleurs. Il faut bien comprendre que le neuf, tous les efforts qu'on traite peut-être pendant ces 2 jours sur la construction neuve, ça représente peut-être 2% ou 1% de ce qui se passe tous les ans. Donc le gisement et l'intérêt, la capacité de mutation, l'économie de l'économie se passe bien dans tout ce qui est en place déjà, ce qui est en regardant par la fenêtre devant nous. C'est ça qu'il faut interroger, vraiment. Ensuite, vous parliez de densité. Alors là, je mets un gros point d'interrogation derrière parce que c'est comptable. C'est très comptable et en fonction du comptable, on n'aura pas les mêmes, la même nervosité ou les mêmes conclusions. Donc il y a les densités heureuses, il y a les densités insupportables et les densités absolument insupportables, celles par exemple des lotissements. Mais ce sont des cadres de vie. Et ce qui est important en fait, c'est comment on s'épanouit dans son territoire. On peut très bien se sentir en ville où il y a une super densité. Un quartier haussmannien, c'est 150, 160, 180, 100 logements à l'hectare. Un pavillon, une zone pavillonnaire, c'est 8, 10, 12. Par contre, les grands ensembles qu'on considère comme denses, c'est la même densité que les centres de village, où il y a des maisons en bande, R+2, +3. Qu'est-ce qui est enviable là-dedans, finalement? Qu'est-ce qui est supportable? Donc la densité, c'est un chiffre qui est intéressant à interroger, mais qui n'est pas finalement le cadre de vie. Et comment on s'épanouit dans ce cadre de vie? Je pense qu'aujourd'hui, il faut le rendre désirable. Alors, désirable quand on a 75 ans, qu'est-ce qu'il faut? Quand on est jeune, primo-accédant, un peu à la rue, voilà, on démarre dans la vie, etc. Qu'est-ce qui est désirable? Quand on bosse comme un taré, qu'est-ce qui est désirable dans ces moments-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un jardin parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, etc. Je pense que la mutation pourra se faire lorsqu'on fabriquera un cadre de vie désirable. Lorsque les mobilités, le problème de la mobilité est réglé. N'oubliez pas que ça peut être super bien d'avoir une maison de Schtroumpf dans un lotissement, mais si on doit se taper 100 km tous les jours, ce n'est plus désirable, ou c'est une aberration économique et environnementale, etc. Donc, comment on refabrique, pas des villes à la campagne, mais comment on redynamise, on mute les différentes villes, petites villes de demain, villages. Dans les villages, la moyenne d'âge, si vous regardez un peu des pyramides d'âge, elles sont souvent sur la tête, hein, les pyramides. Donc, il y a une croûte de 40% de plus de 65 ans. Dans 10 ans, quid de ce patrimoine-là? Et souvent, que ce soit les premiers lotissements d'après-guerre ou ces très grosses maisons cubiques qui sont dans la première couronne des villes ou de la campagne également. Il y a plein de lotissements aussi qui datent des années 60-70 à la campagne. On retrouvera ces mêmes typologies de maisons, des maisons de 250, 300, 340 mètres carrés. Qui va reprendre ces choses-là demain? Je suis pas sûr qu'un couple de jeunes reprenne vraiment des propriétés de ce type-là. Les corps de ferme alsaciennes, tiens, bon, prenons un exemple. Un corps de ferme alsacienne, c'est 800 mètres carrés avec les dépendances. Qui va reprendre ça aujourd'hui? Par contre, elles ont un potentiel, elles offrent un gisement d'usages différents où on peut partager, bosser et habiter, accueillir, à la limite faire des mini-EHPAD pour 5 personnes, hein, des cours fermés, ça marche très bien, j'ai déjà testé tout ça. Et donc c'est là les solutions, la mutation c'est ça. Je repère dans ma clientèle 3 types de parcours de vie. Je crois qu'il est important aussi de se rendre compte que ce qu'on dessine ou qu'on construit, on a l'impression que c'est stable. Oui, c'est assez stable quand même, ça peut durer 100 ans. Par contre, il y a une matière mouvante dedans, c'est l'utilisateur. Et dans son parcours de vie, j'identifie 3 types de clientèle personnellement. C'est les primo-accédants qui partagent. Pourquoi? C'est la génération qui a fait de la coloc. C'est ceux qui n'ont pas trop de sous, qui peuvent plus supporter la ville pour la même raison, et qui rêvent d'autres choses éventuellement pour leurs gamins. Une école, l'air pur, rester avec eux, on se libère d'une voiture, etc., etc. Donc travailler, habiter, élever son gamin, c'est désirable pour tout le monde. Ça, par contre, je pense que c'est un dénominateur commun. Et eux partagent, ou eux transforment une ferme avec un atelier ou un bureau, et ils habitent à côté. D'accord? Au moins un dans le couple. Ça, j'observe vraiment de manière même plus anecdotique. C'est la principale commande qu'on peut avoir aujourd'hui. Ensuite, il y a ceux qui travaillent avec des enfants, etc., un peu stressés. Donc, ceux-là, ils achètent peut-être une deuxième fois, ou parce qu'il y a plus d'enfants qui sont arrivés, il faut un peu plus grand. Ceux-là peuvent éventuellement commencer à investir des lieux au moindre coût, je dirais, parce que c'est vraiment de la rénovation, et ils s'installent, ils font vraiment le boulot
d'augmentation de valeur vénale du bien. Et après, il y a je ne vais pas dire encore la fin de vie, c'est le jeune vieux. J'appelle ça le jeune vieux, c'est celui qui a 65 ans, celui qui part à la retraite, qui a plus de gamins, etc., mais qui doit préparer sa vieillesse et ses problèmes d'accessibilité. Et là, c'est une autre part encore de projets et de mutations, par exemple de corps de ferme, j'y reviens. Comment on sort de la maison alsacienne pour avoir éventuellement quelque chose de plus cosy, confortable, pas cher, etc., qu'on puisse louer éventuellement le reste, ou voilà, comment on repartage la chose. Ça permet de ne pas partir du bled. Ça permet d'être toujours avec ses copains de classe. Ça permet de toujours avoir ses réflexes chez les petits commerçants et de maintenir des populations en place. Et ça, c'est de fabriquer une densité sur des typologies qui sont déjà là. Il n'y a pas de consommation de matière, il n'y a pas de consommation de réseau, il n'y a pas de consommation de trucs et on améliore la valeur vénale. Ça, c'est vraiment la trajectoire de la sobriété, clairement. Hélène Chartier, je veux bien votre réaction sur ce qu'on est en train de se raconter, parce que là, on parle de village français, mais finalement, je ne doute pas que la question se pose un peu partout dans les mêmes termes à travers le monde. Hein. Les pistes qu'évoque François Liermann, même s'il y a évidemment des caractéristiques territoriales, la question de rendre attractif des cadres de vie en commun qui soient sobres en foncier, en ressources, en énergie, la question est là. Oui, déjà, je trouve que la qualité du débat est vraiment très haut. Donc c'est très agréable, très intéressant, et je trouve que c'est important de raisonner. C'est pas un débat qu'on aurait eu il y a 5-10 ans, et donc les choses progressent. Pour répondre à votre question, je voudrais citer une étude. Je reviens sur mon exemple un peu nord-américain, mais je trouve que c'est intéressant, une étude de Berkeley, donc la grande université de Californie, qui a étudié sur 700 collectivités locales de Californie quel était le meilleur investissement ou la meilleure politique climatique que ces collectivités pouvaient faire. Et au final, il en est sorti que ce qu'ils appellent le infill policies, donc qui est construire la ville sur la ville, densifier, c'est finalement la première chose qu'une ville de Californie, qu'une collectivité de Californie devrait faire. Et c'est intéressant parce que souvent, quand on investit aussi, les collectivités locales, elles investissent dans leur politique environnementale. Ça commence rarement par là. Et donc, c'est aussi important. Une deuxième chose qu'ils ont montré, s'il faut encore le démontrer, mais c'est que comment on dit en français, à niveau de revenu constant, si on prend deux profils de personnes à niveau de revenu constant, un qui habite dans une zone plus dense et une autre dans une zone périurbaine ou moins dense, il est très clairement démontré que les émissions de la personne qui vit en zone dense, elles sont bien moindres. Et c'est important de le dire. Elles sont bien moindres pour deux raisons, parce qu'il y a un usage de la voiture qui est bien moins important, et parce que finalement les mètres carrés sont plus petits en zone dense, et donc en termes de construction, en termes d'énergie utilisée pour le chauffage, l'électricité, etc., on réduit mathématiquement. Donc en fait, et c'est important de le dire, je ne sais plus quel intervenant le disait, mais il y a aussi besoin de raconter ça, parce que on a parfois un peu le mythe de la vie environnementale, écologique, dans le milieu rural, avec cet accès à la nature, etc. Aujourd'hui, si tous les Français, si tous les humains allaient se déplacer vers un milieu peu dense, avec accès au jardin, etc., on serait vraiment dans une situation compliquée. Donc finalement, la ville, c'est aussi notre meilleur outil pour le changement climatique. Et il faut make the case, comme on dit en anglais, pour la ville dense, mixte, etc., etc. L'autre chose que je voudrais citer, et dans ce sens-là, l'exemple que je donnais sur Portland est intéressant, et c'est pas du tout un cas isolé. On le voit par exemple à Melbourne. Donc Melbourne à l'autre côté de la planète en Australie, mais qui fait un gros travail aussi pour densifier ce périurbain ou ces zones pavillonnaires, et notamment eux ils le travaillent pour essayer de construire des centralités. Donc notamment dire on peut peut-être pas densifier l'ensemble
d'une zone pavillonnaire, mais on peut identifier finalement quelques centralités dans lesquelles proactivement la ville travaille avec les propriétaires pour densifier leurs parcelles, etc., donne des supports financiers pour qu'ils le fassent, pour qu'ils développent dans leur backyard, d'autres pour qu'ils divisent leur maison en 2, 3, et ils ont fait un travail un peu ce qui était expliqué auparavant, vraiment de précis sur le territoire particulier. Et il y a 3 notamment quartiers qui sont en pilote à l'échelle du Grand Melbourne pour essayer de transformer cette zone pavillonnaire et la rendre plus dense, avec notamment cette création de centralités, de zones plus denses, plus mixtes, et puis moins dépendant de la voiture. L'autre chose que je voulais dire, je trouvais ça intéressant, c'est aussi le besoin de créer un imaginaire. Je suis complètement d'accord, on nous a survendu un peu ce modèle d'urbanisme de l'après-guerre et qui a été avec le pavillonnaire, l'accès, etc. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, c'est le besoin d'expliquer pourquoi la densité apporte aussi quelque chose. Elle ne fait pas que enlever l'accès de l'espace, elle donne accès à quelque chose. C'est une évidence, hein, mais c'est important de le dire. Si on n'a pas un minimum de densité, on ne peut pas avoir des infrastructures viables, des infrastructures de transport, mais des infrastructures aussi d'autres natures. On ne peut pas avoir des aménités, des services viables. Et aujourd'hui, on le voit notamment, les villes sont quand même encore attractives. Finalement, cet accès à la culture, cet accès aux bars, cet accès à des services sportifs, etc., c'est aussi ce qui fait que la vie, elle est agréable, etc. Donc, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, et c'est important de le faire. Et en ça, on voit bien, par exemple, et c'est un peu venu de Paris, mais pas seulement en réalité, toute cette notion de ville du quart d'heure, par exemple. Donc l'idée, le concept de dire, il faut que dans chacune que chaque personne puisse avoir accès à moins de 15 minutes à pied ou en vélo de finalement des principales fonctions. Ces modèles-là, il est extrêmement repris à travers le monde. Ça a été lancé un peu par Paris, mais Melbourne l'avait conceptualisé ils appelaient ça les 20 minutes neighborhood. Portland appelait ça les complete neighborhood, les quartiers complets. Donc c'est vraiment, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on entend énormément à travers les villes. En Amérique latine, par exemple, c'est un concept qui est en train de vraiment transformer la manière dont on pense la ville. Et donc, ça, c'est intéressant. Le deuxième chose qui est intéressante, ça rebondit sur ce qu'un des intervenants disait, c'est le rapport à la nature. Je pense que c'est important de dire la densité ne veut pas dire pas accès à la nature. Bien sûr, face notamment à l'adaptation, le besoin d'adaptation au changement climatique, on a besoin de la nature en ville. Et il y a parfois des gens qui nous renvoient à cette contradiction en disant oui, mais finalement, t'es contradictoire à dire que la densité est écologique, mais en même temps qu'il faut adapter les villes et à introduire plus de nature, etc. Aujourd'hui, on le sait, il y a plein d'études qui sont faites. Il suffit de regarder ce qu'ont fait des villes comme Medellín, par exemple, il y a déjà 10 ans. Dans une zone d'une densité médium à dense, à compacte, il y a vraiment des opportunités très importantes de reverdir les villes. Et là, c'est vraiment un mouvement mondial qui est en train d'arriver. Et parce que, effectivement, c'est vrai, notamment après le Covid, les gens disent, moi, je veux bien habiter en ville, mais je veux avoir accès à la nature, je veux plus le béton. On a bétonisé nos villes aussi parce que c'était plus difficile à entretenir, aussi parce que la place de la voiture était extrême, et donc donc c'est aussi une transformation des villes. Et je pense que si on est dans cette discussion sur qu'est-ce que vous gagnez si on fait un urbanisme à la ville du quart d'heure, plus un urbanisme qui permet de réintroduire la nature en ville, on peut rendre la ville, le modèle de la ville dense, désirable. Une autre chose que je trouve importante, et je voudrais citer un exemple africain, c'est aussi les villes secondaires et tertiaires.
des villes de second niveau ou de troisième niveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes, je pense par exemple à la discussion avec Lagos, ou de dire quand même il y a une limite à l'expansion urbaine. Il y a une limite dans laquelle ça devient difficilement gérable. Et il y a beaucoup de gouvernements africains qui sont en train de dire il faut absolument consolider les villes secondaires et tertiaires, avec tout le débat qu'on a eu pour revenir en France, des villes secondaires et tertiaires qui sont souvent, les gens acceptent d'aller dans une ville secondaire et tertiaire, notamment avec le développement du télétravail, etc. Mais uniquement s'ils ont leur jardin. Et donc on se retrouve avec le paradoxe qui était très très bien illustré tout à l'heure de ces villes qui redeviennent attractives, mais uniquement si on fait du nouveau lotissement, parce que les gens ne veulent pas réinvestir les centres-villes de ces villes-là, etc. Donc il y a besoin, je trouve, de réenchanter le modèle urbain, avec notamment ce travail sur qu'est-ce qu'on gagne avec cette densité, qu'est-ce qu'on gagne avec cette mixité, la réintroduction à la nature qui pour moi sont deux éléments extrêmement importants et qui est pour le coup et le concept de la ville du quart d'heure et le retour de la nature urbaine, c'est vraiment quelque chose que toutes les villes à travers le monde mettent dans leurs approches de développement urbain. Merci Hélène Chartier pour ce tour d'horizon. J'aimerais me tourner vers la salle pour cette dernière petite dizaine de minutes pour savoir quelles seraient les questions qui vous brûlent les lèvres ou les interpellations pour nos panels. Personnellement, j'en ai plein, mais peut-être que vous en avez aussi. Oui. On a 9 minutes, donc si ça peut être question courte, réponse courte, c'est pas mal. Oui, bonjour, merci de me laisser la parole. Un propos que vous n'avez pas abordé sur la gêne ou ce qui pousse les gens à aller vers un lotissement ou vers une maison individuelle, c'est la question de la gêne qui est générée par les autres. Les voisins. Peut-être juste, et pour rebondir sur ce que vient de dire Hélène aussi, la question de la renaturation, où on parle beaucoup de solutions fondées sur la nature aujourd'hui, c'est ramener de la nature en ville, dans des espaces qui sont très denses. Et notamment, on a tout un courant de la recherche qui s'intéresse à l'effet de cette nature en ville sur des questions de cohésion sociale. Et on s'aperçoit que réintroduire des parcs, alors quand ils répondent à certains standards de qualité, c'est aussi gage de, on va dire, finalement d'un mieux être ensemble. On a une cohésion sociale qui est améliorée, on a une réduction de l'anxiété à vivre dans le quartier, on a aussi des questions de santé qui vont être directement impactées avec des vrais aménagements qui peuvent être liés dans des espaces très denses, mais quand on réintroduit la nature, on va avoir des réductions d'anxiété, on va avoir une amélioration de la santé, au point qu'aujourd'hui on a des initiatives, notamment dans des EHPAD par exemple, avec de la réintroduction d'espaces naturels dans les EHPAD, parce qu'on a de vraies performances sur la réduction d'anxiété d'une part des résidents comme des personnels, mais aussi en termes de santé, de gain d'autonomie. Donc il y a vraiment des liens en termes de qualité des infrastructures et réduction des nuisances perçues des autres, qui est vraiment très fort et qui est très intéressant à travailler aujourd'hui. Un petit élément complémentaire par rapport à ça, c'est la démographie. Ce qui se passe, on a eu une vision qui était complètement liée à une période où la démographie était galopante. On a vu les comptes de l'ADEME tout à l'heure, on en aura moins des voisins à l'avenir. On était dans un truc où la démographie était forte, les jeunes sont attirés par la ville. C'est évident, il y a une tendance, si vous regardez la pyramide des âges de Paris, c'est une espèce de sapin de Noël. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Quand ils sont tout petits, il y en a, ça s'en va très vite, ça revient à 20 ans et après ça se tasse. Donc on a eu des dynamiques qui se sont faites liées à cette démographie-là. La démographie en France, on le sait maintenant, ce qu'annonce l'INSEE, mais on le dit de plus en plus sur le monde. La question maintenant, c'est à quelle date on obtint le maximum de personnes. En France, la question sur l'INSEE, c'est le standard, ce serait peut-être 2044, mais ça pourrait arriver dès 2030, le maximum de personnes. Or, cette question du vivre ensemble, d'être gêné par mes voisins, elle se pose de manière très différente aux différents âges. Vous êtes jeune, vous vivez en ville, il y a du bruit, il y a des motos qui font du boucan, etc. Ça vous gêne pas beaucoup. Tant mieux presque. Ça fait partie de la dynamique de la ville. Or, quand on commence à parler de renaturer la ville, mais aussi de ville des aînés, de ville des enfants,
est-ce qu'on est capable de créer des espaces qui vont permettre d'avoir cette ville relationnelle dont parlait Sonia Lavadino tout à l'heure, c'est-à-dire où des gens différents vont pouvoir vivre ensemble. Et il me semble que le défi qu'on a, c'est surtout pas d'aller dire la ville, c'est l'avenir, ou la petite ville, c'est l'avenir, ou la campagne, c'est l'avenir. C'est de dire que tous les espaces qu'on a, sur lesquels on est répartis dans le territoire, je rappelle 4 morceaux avec chacun quasiment un quart de la population, chacun de ces morceaux a besoin de résoudre un certain nombre de problèmes qu'il a. La ville dense, elle manque de nature, elle a une énergie telle qu'elle casse les oreilles d'un certain nombre de gens. Le rural, par moment, c'est l'absence de bruit qui peut être gênant. Par moment, ça peut être ça aussi, ou du moins l'absence de concerts ou de choses qui peut être gênant. Mais il y travaille. Et je pense qu'on n'a pas à opposer les choses, mais à se dire qu'on a à trouver dans chacune des zones des dynamiques. Et au moment où on parle de transition démographique, numérique, climatique, c'est là qu'on a à trouver ces nouveaux équilibres dans les différents territoires, parce qu'on n'aura pas tous envie de vivre au même endroit. François Lerman, en 2 mots, si vous faites court, on a le temps de prendre une deuxième question. Ouais, ça va être dur. Par où je devais commencer? Ah, ça commence mal. On choisit pas ses voisins, c'est un peu comme la famille. C'est vrai qu'il faut savoir vivre avec eux, c'est pas si évident que ça, et je crois qu'on est aussi sur une génération ou 2 générations où on a cultivé l'individualisme, c'est le problème du vivre ensemble. Ça, c'est un vrai sujet sociologique, profond, d'éducation, je ne sais pas. Donc ça, on n'est pas prêt de le résoudre déjà dans un premier temps. L'acceptabilité, l'acceptation de l'autre. Et c'est vrai qu'en vieillissant, ça s'améliore pas généralement. Bon, soyons plutôt confiants sur l'évolution dans le bon sens de cette chose-là. Par contre, ce qu'on peut noter, par exemple, sur un lotissement, donc je regarde toujours les lotissements qui arrivent. Le premier qui se pose, c'est génial, il y a une prairie autour, il est super content. Mais alors, quelques mois après, il a tous ses voisins qui apparaissent. Ça change le cadre de vie qu'on avait rêvé, qu'on avait choisi. Ça commence là. Pourquoi? Parce que ce mode de consommation de l'espace et des maisons, c'est de la consommation de biens. Ce n'est pas du patrimoine, ce n'est pas un choix de vie, ce n'est pas un choix de cadre de vie, c'est un investissement, un produit financier, ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir, en fait, avec un choix conscient, délibéré, je dirais... adulte, mature, un truc dans ce goût-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de solution à l'emporte-pièce pour tout le monde, ce sera ça. Il y a une telle biodiversité des individus, des typologies, des situations, chaque maison est différente, chaque projet est différent. Pourquoi? Parce que c'est pas au même endroit et c'est à chaque fois pour d'autres personnes. Et c'est ça la différence entre l'architecture et la consommation, c'est l'adaptation. Et c'est là où il y a énormément de travail, de matière grise, pour moins d'énergie grise. Je l'ai placé. C'est très clair. Est-ce qu'on a une ultime question? Sinon, je veux bien peut-être entendre Hélène sur cette question du voisinage. Avant de répondre sur la question du voisinage, je voudrais être un peu je fais de l'anglais, vous n'êtes pas d'accord avec mes Lançons la controverse, terminons sur une controverse. Autant je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été discuté, autant je trouve que le côté de dire tout est bien, tout va, il faut juste ajuster. Bien sûr qu'il faut regarder la situation, il ne s'agit pas de pointer du doigt des situations particulières, mais on a aussi besoin de se demander vers où il faut aller. Et je trouve que, par exemple, les études, que ce soit le GIEC, dans ce qu'il a expliqué, je mentionnais les 25% avec un bon urbanisme, que ce soit l'étude de Berkeley dont je parlais, il y a aussi un modèle de développement qui est qui va réduire les émissions ou qui va au contraire lock les émissions, comme on dit en anglais, pendant des années. Et donc je pense que c'est pas, en tout cas je ne suis pas personnellement pas d'accord de renvoyer tous les typologies de bâtiments, de développement urbain les uns contre les autres. Non, il n'y en a pas un qui est bon. C'est quand même important de savoir que quand on fait du lotissement, on va lock des émissions pendant des décennies et que après pour aller retravailler sur ces fabriques urbaines, c'est extrêmement difficile d'aller réduire les émissions de ces fabriques humaines, c'est extrêmement difficile, etc. Donc je trouve que c'est voilà, qu'il faut aussi se positionner, ce qui veut pas dire de pas travailler avec ce qui est là, ce qui veut pas dire de pas
ne pas essayer d'aller dans une direction, de prendre en compte les besoins, etc., etc. Et par rapport au voisinage, moi, Hélène, pardon, je propose, en fait, on va conclure en donnant un droit de réponse à Jean-Christophe Vizier, mais effectivement... Il y a peut-être un point que je n'ai pas précisé au départ. Pour moi, c'est bien évident qu'il faut absolument arrêter l'étalement urbain et que des lotissements en étalement, il faut arrêter d'en faire. C'est une évidence. Dans les zones rurales, dans les zones où il y a déjà plein de choses, il faut travailler avec le déjà là. Ce que j'ai dit juste, c'est que attention aux aspects de développement. Prenons le déjà là et focalisons-nous sur l'amélioration du déjà là. Et à ce moment-là, c'est justement de faire que les choses qui étaient bloquées bougent dans le bon sens. Mais peut-être comme je ne l'avais pas exprimé suffisamment, c'était peut-être pas compréhensible. Je pourrais juste compléter. Le mot de la fin alors. Ah, c'est gentil, merci. Par rapport au lotissement, donc un peu de teasing pour les gens du Grand Est. Avec le CAUE Alsace, on va faire tourner une expo et donc organiser des tables rondes, des événements, des rencontres autour du sujet de la mutation des lotissements et des corps de ferme. Ça concerne tout le monde. Donc c'est un exemple bien sûr alsacien, mais qui est vraiment complètement générique. Et donc on comprend qu'on peut densifier des choses qui sont pas denses. Ok. Qu'on peut répondre à des parcours résidentiels pour le petit vieux, on lui coupe un morceau, on lui fait quelque chose, etc. Et on gère le problème des bagnoles. Voilà, toutes ces frictions qu'on peut avoir entre un petit gamin, une voiture et un vieux. Donc ça, c'est des espaces de qualité, de cadre de vie. Donc tout ça est dans cette expo. Donc pour les locaux de l'étape, ce serait intéressant que vous en profitiez, en tout cas surveillez un tout petit peu vos mails. Par contre, il y a un problème de fond, parce que là, on ne parle uniquement que de propriété privée. Personne n'a le droit d'ingérence sur la destination de ces trucs-là, les PLU encore moins, etc. Donc il y a un travail du législateur qui est gigantesque, et aussi un travail de sensibilisation, on va dire ça comme ça, sur le parcours, la possibilité qu'offre son bien en termes de réponse à un parcours résidentiel. Et là-dessus, il y a un boulot de sensibilisation, d'éveil de chaque citoyen. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, François Liermann, Jean-Christophe Vizier, Colin Lemay, Hélène Chartier à distance et qui nous a apporté son regard international et sa dose de controverse, mais comme quoi c'est aussi en passant par la controverse qu'on crée un peu de consensus. Merci à tous les quatre, je vous libère. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.